C'est un peu compliqué de faire du cul à l'étage. Quel confort as-tu abandonné? C'est pas trop chaud sous le Velux? Qu'est-ce que tu changerais avec du recul? Que trouves-tu le plus pénible? Le coût du chauffage. Envisages-tu de voyager avec? Est-ce que l'extracteur mécanique est suffisant? Comment s'assurer que ça gèle pas? Salut, c'est Geoffrey. Ça fait 3 ans que j'ai construit cette tiny house et ça fait seulement 1 an que j'y vis de manière vraiment stable et à plein temps. Et pour cette occasion, vous m'avez envoyé plein de questions sur Instagram, par mail, sur formulaire. Et je vais vous y répondre dans cette vidéo en essayant d'aller le plus vite possible parce qu'il y a beaucoup de questions. Et pour commencer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont participé, à savoir Bébé Love, aka mon coloc, Max, Mallory, Thibaut, Sacha, Jocelyne, Mathilde de Tiny, Anami, Aline, Clem, Martin, Emma, Fanny, Manon, Nina, Clo-Clo, Emeyo et Benoît. C'est grâce à vous que cette vidéo existe et j'espère que vos questions parleront à plein d'autres personnes. Mais trêve de bavardage, on est parti. J'aimerais savoir comment tu fais pour être aussi beau. Ah mon bébé coloc. Le coût du chauffage. Le coût du chauffage, moi ça me coûte rien parce que je chauffe au bois et le bois c'est que du bois qu'on récupère à droite à gauche, donc le chauffage ne me coûte rien du tout, sauf si je rajoute un petit radiateur d'appoint pour les moments les plus durs en hiver, pour que quand on se réveille il fasse un peu chaud, ce genre de choses. Qu'est-ce que tu changerais avec du recul? Alors là il y aurait beaucoup de choses et on pourra pas y répondre dans cette vidéo. Par contre je suis en train de faire une série de plein de vidéos YouTube sur chaque partie de la tiny où je vais expliquer tout ça. Comment je gère l'humidité? Alors c'est un sujet complexe, il faut savoir que je vais en parler dans justement ces vidéos bilan que je vais faire sur chaque thématique de la tiny, mais pour faire très court, déjà j'ai une ventilation mécanique naturelle, donc quand il y a du vent ça aspire l'air dans la tiny et de l'air neuf rentre par des entrées prévues à cet effet. Pour recycler l'air de la tiny, j'ai un petit extracteur en cuisine qui est une espèce de petit extracteur de salle de bain que j'ai mis contre le mur qui permet que j'allume quand je fais des soupes ou des choses qui font beaucoup de vapeur. Je n'hésite pas à ouvrir les fenêtres aussi, même s'il fait un peu froid dehors. Et surtout, en fait, le fait d'avoir un poêle à bois, c'est vraiment le moyen efficace pour faire chuter le taux d'hygrométrie qu'on a dans la tiny. Tu nous avais teasé une BD sur la tiny, ça donne quoi? Alors non, je pense que tu parles d'une BD sur la santé mentale. Ça s'appelle La vie en trouble avec un point entre chaque mot sur Instagram. C'est une BD que je fais qui parle de santé mentale à travers mon parcours. Et si vous êtes abonné à la newsletter, à l'heure où je parle, vous avez reçu une information sur le sujet hier. C'est pas trop chaud sous le Velux. Est-ce que le Velux ne fait pas trop surchauffer la tiny lorsqu'il est fermé en été? Alors en tous les cas, la mezzanine c'est un endroit où il va faire chaud puisque l'air chaud va monter. Et en hiver c'est même un endroit où il va faire trop chaud parce que c'est plutôt l'endroit où on voudrait du frais pour dormir. En été, moi pour l'instant j'ai la chance de ne pas avoir de soleil qui tape directement sur mon Velux. Et ensuite, j'ai une espèce de filtre qui se tire à l'extérieur qui est fourni par Velux, qui est un filtre anti-UV et qui réduit de je sais pas combien de pourcents les UV sur le vitrage. Après en été du coup mon Velux il est aussi ouvert quasiment tout le temps, qui fait qu'il n'y a pas de soleil qui tape dessus et qui fait un effet de serre dans la tiny. Et surtout l'énorme intérêt c'est que quand j'ouvre en bas, quand je vais me coucher, l'air chaud il va pouvoir s'évacuer, alors que si j'avais pas de fenêtre ou que des petites fenêtres sur les côtés, je pense pas que ça ferait ce courant d'air là. Alors que là avec un énorme Velux que j'ouvre au-dessus de moi, j'ai pas ce problème là. À savoir qu'en été de toute façon il va faire chaud dans la tiny, Velux ou pas. Est-ce que c'est un peu compliqué de faire du cul à l'étage vu la hauteur sous plafond? Et en effet pour sexer dans la mezzanine c'est pas l'idéal, mais en vrai tout est possible. On va pas faire les positions les plus alambiquées du monde, structure en tour Eiffel, double arc de triomphe, mais c'est largement possible, en tout cas ça a jamais gêné. Ça peut même être à l'origine de situations un peu cocasses, genre le Velux. Je me demandais si tu es satisfait de ta disposition électrique. Ah ouais de ouf, ça aussi je vais en parler dans les vidéos bilan. Mais en fait, pour résumer en 2 mots, je suis très satisfait de l'ergonomie de mes interrupteurs quand je rentre, quand je parte chez moi. Je n'ai pas à chercher mon interrupteur ou à faire un pas dans la tiny avec une chaussure sale pour aller allumer ou éteindre. Pareil pour allumer dehors. Surtout, ce que j'adore, c'est que j'ai fait un scénario électrique, notamment pour quand on va se coucher le soir, qu'on n'ait pas une grosse ambiance lumineuse, ça réveille pas la personne s'il y a quelqu'un qui dort. Donc en fait, ici, ça allume cette petite lampe-là quand je vais me coucher. Donc c'est dans le salon, donc ça dérange pas s'il y a quelqu'un qui dort. Et puis moi, du coup, c'est une lumière douce pour le soir. Le matin c'est pareil, depuis la chambre ça allume cette lumière qu'on peut éteindre aussi depuis la cuisine ici. Du coup c'est voilà, et après dans la cuisine, dans la salle de bain on a des petits rétroéclairages tout doux et ça permet d'avoir un scénario tout doux pour le matin et pour le soir. Le seul truc que j'ai un peu chié c'est qu'en extérieur j'ai pas mis une prise électrique au niveau de l'entrée extérieure et ça m'aurait servi. Tu as mentionné que tu refaisais ton salon, qu'est-ce que tu as modifié exactement? Est-ce que les tables qui sortent du plancher sont toujours là? La praticité du salon modulable au quotidien, est-ce que ça te convient? Est-ce que tu ferais différemment? Et mon salon dans lequel je suis, j'ai tout changé. Pareil, vous le verrez dans les vidéos bilan, pièce par pièce de la maison, mais en tout cas là, j'ai enlevé le fait d'être sur estrade, le fait d'avoir des tables qui sortent et qu'il faut bouger tous les jours.
Le modulable, c'est trop beau sur Instagram, c'est trop beau sur Pinterest et YouTube, mais dans la vraie vie, ça peut être un cauchemar, surtout sur des éléments qu'on utilise souvent. Par exemple, les tables à manger, si tu manges là, ça fait au moins 3 fois par jour, voire plus tu l'utilises pour d'autres trucs, et moi ça me faisait trop chier de pas avoir une vraie table où je peux m'asseoir même 30 secondes pour griffonner quelque chose. Et puis le fait d'être sur estrade, ça veut dire que je m'asseyais tout le temps au niveau de mes pieds, puis je devais me relever comme ça, me faxer de dessous la table, redescendre pour aller dans la cuisine, remonter pour revenir ici, et vraiment au quotidien ça me saoulait. Du coup là vous le verrez dans la vidéo, l'estrade est toujours possible, mais d'une autre manière. J'ai cette table là, donc là que j'ai surélevé pour avoir l'ordi ici pour vous parler, mais qui est sur un pied télescopique dans tous les sens. Bref, vous verrez ça dans la vidéo dédiée à ce sujet. Mais en tout cas, ouais, le modulable c'était trop relou, et là je suis trop content d'avoir une vraie table. Reçois-tu des amis dans ta maison? C'est quoi le maximum de personnes pour manger, pour dormir? Justement avec mon estrade, avec les tables qui étaient au milieu, on pouvait manger à 8. En étant un peu serré bien sûr. Avec mon nouveau salon, on va voir comment ça va faire. Pour dormir de manière confortable, il y a 2 personnes qui peuvent dormir dans le lit en haut, 2 personnes qui peuvent dormir confortablement sur l'estrade, voire 3. Et au maximum, on avait fait 2 en haut, 1, 2, 3 comme ça sur l'estrade, plus une perpendiculaire, donc 3, 4. Une personne dans le couloir sur un tapis de matelas de camping, 5 personnes sur la terrasse, 2 dans le lit, je disais, 8. Voilà, en été avec la terrasse en plus. Donc là, c'est vraiment en mode refuge, soirée, pas le confort, genre j'ai ma nièce qui est là pour une semaine, tu vois. Et c'est un peu le défaut de ma tiny, c'est que j'ai pas vraiment de chambre d'amis. Comme à Clément, mon coloc, il a vraiment 2 mezzanines. Qui fait que c'est facile d'accueillir du monde sans problème. Même moi des fois je vais dormir chez lui alors que j'ai ma tiny. Que trouves-tu le plus pénible et le plus merveilleux dans ta mini maison? Waouh, c'est une belle question. Le plus pénible c'était la gestion de l'estrade, monter, descendre, sortir des tables, ranger la table, sortir la table, ranger la table. Et du coup le plus pénible que je dirais là maintenant, ce serait l'effet couloir qu'il y a dans ma tiny, dû à ce gros meuble que j'ai là, et il n'y a pas vraiment d'espace de... Il y a de la place quelque part, tu vois. Et le plus merveilleux, franchement, il y aurait tellement de choses à dire. Le bureau, l'espace de travail que j'ai fait, qui est un bureau avec double écran, possibilité de travailler debout, assis, de tirer les écrans. J'ai tout qui est là, clavier, souris, lumière. C'est confortable, c'est ergonomique, je me fais plus mal. Je tire une corde et hop, c'est rangé. Ma chambre, je m'y sens trop bien, le Velux énorme au-dessus de ma chambre. La salle de bain, elle est super doudou pour moi, j'adore. Le fait que ce soit vitré et aussi ouvert sur l'extérieur, je me sens vraiment connecté à la nature. La capacité de ma cuisine pour cuisiner, la place qu'il y a. Ouais, tout ça, c'est des choses qui me font trop du bien. Et l'ambiance lumineuse aussi. Le fait que le soir, je me sente vraiment dans une petite cabane toute confortable. Pourquoi avoir choisi un chauffe-eau électrique et pas un instantané gaz? Je sais pas, c'était la simplicité à ce moment-là, c'est tout ce que je connaissais à peu près. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire comme dans une maison, chauffe-eau électrique, le gaz, ça me paraissait trop complexe. Aujourd'hui, sûrement, je mettrai du gaz. En tout cas, je ne mettrai pas un chauffe-eau instantané électrique parce que ça consomme beaucoup de puissance à un instant T. Et souvent, ça demande de changer l'abonnement au compteur élec. Donc quand on s'installe chez des gens et que c'est déjà des fois un peu compliqué de s'installer, du coup, ça complexifie la chose. Pourquoi avoir mis le pipi et le caca à l'extérieur? C'est à cause des mauvaises odeurs. Ouais. Ça et le fait de pouvoir vider moins souvent. En fait, lors de ma réflexion, c'était qu'en été, ça sentait beaucoup le bidon à pipi dans la tiny. Du coup, je me suis dit, attends, le pipi, je vais le faire sortir direct, facile. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire pareil pour le popo? J'ai fait un gros système pour le popo, le seau il est dehors. Et c'est vrai que pour le popo, c'est vrai que ça fait moins d'odeur en intérieur, ça sent, souvent quand on y va, juste après ça peut sentir, après ça sent pas. Du coup là au moins il y a plus de problème là, par contre, vu que c'est un trou assez large, puisque c'est la largeur de la lunette que j'ai faite, ça fait rentrer beaucoup d'air frais, et en hiver je pense que ça je vais le reboucher, je vais remettre le seau en intérieur. Du coup l'hiver je me contente d'un popo intérieur, et l'été, popo pipi extérieur. Donc toute l'année le pipi il est dehors. Et du coup j'ai à changer beaucoup moins souvent. Le pipi je change jamais, ça va se couler sur le terrain. Et le popo, beaucoup moins de pression. En plus en extérieur ça va sécher beaucoup plus. Et voilà. Où en es-tu concernant l'eau, l'élec, raccordé, autonome, avec quel câble, enterré ou non? Quels sont tes projets? Alors je suis raccordé à la maison de Vivi, notre proprio. Donc on est raccordé avec l'eau et l'élec. Les 2 réseaux sont enterrés dans le sol. Quel câble? J'ai pas l'épaisseur en tête, ça il faut regarder sur internet. Les distances et la consommation, et puis tu sais quelle section de câble acheter. On a enterré les legs pour pas que ça s'abîme, on a enterré l'eau pour pas que ça gèle, et j'avais laissé tomber la question d'autonomie, puisque en eau, franchement avec le pluie de plus en plus rare qu'on a, j'y croyais pas une seule seconde avec des petites cuves. Et l'électricité, je me suis rendu compte qu'être autonome en électricité, ça signifiait avoir des batteries, si on veut de l'électricité tout le temps. Et là je me suis rendu compte que ça me faisait passer de l'autre côté de l'écologie, qui en fait était un peu
un délire personnel de me dire ah ouais moi je veux pouvoir être au milieu de la forêt, loin de tous les humains méchants. Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. Mais avec les conséquences écologiques, économiques, sociales que ça a, d'avoir des batteries, sont des batteries au lithium, l'extraction, les pollutions, c'est des brevets privés, c'est pas réparable. Et du coup c'est être autonome, indépendant d'un réseau électrique qui fonctionne très bien en France, qui est pas cher, même si ça double, pour être dépendant d'une autre structure. Et là je me suis dit ok mec, humilité, tu vas te raccorder au réseau électrique et voilà. Quelles ont été tes plus grandes craintes? Je sais pas du tout, franchement je sais pas. Quel confort as-tu abandonné? Je dirais le fait de circuler dans l'espace, d'avoir de la place, de tourner autour d'une table. Je crois que le plus gros confort que j'ai abandonné, c'est le fait de vraiment pouvoir laisser traîner ses affaires parce que tu les vois plus trop dans une maison. Enfin, t'as la place autour. Et le fait d'avoir une vraie table où tu laisses du bordel dessus et t'as les papiers, les machins, tu peux manger quand même, voilà. Du coup, pas grand chose quand même. Hein. Quel bonheur as-tu découvert? Mais alors là, c'est immense. Tu vois, juste là, j'ai le poil qui chauffe. T'as vu, je suis en t-shirt. Et je me dis, je me prends plus la tête avec le chauffage, j'arrête d'être violent avec moi-même. Je me dis pas, ah, mais ça va coûter cher à la fin du mois. J'ai froid, je veux me mettre bien, je fais un feu. Donc avoir chaud, c'est un truc de ouf. Avoir de la lumière, de la luminosité pareil. Et là, j'ai vraiment fermé tout ce que j'ai pu pour pas être trop lumineux dans la vidéo. D'avoir une maison qui me ressemble au millimètre près, qui me convient dans plein de domaines. Le poste de travail, j'ai jamais eu un aussi bon poste de travail, alors que j'avais tous les espaces possibles pour le faire avant. Le plaisir de pouvoir accueillir du monde dans un endroit où on se sent si bien. Moi je me rends plus compte, mais quand les gens viennent là, c'est ah ça fait du bien, ah c'est une petite cabane en bois. Là le confort du bois, ça a rien à voir. Je retourne dans un appart en béton, c'est horrible. Du coup le gros défaut c'est que je suis devenu méga exigeant dans les endroits où je vais, en termes de lumière, de froid, d'ambiance. Envisages-tu de voyager avec par la suite? Pas du tout. En 3 ans, j'ai déjà bougé au moins 4 ou 5 fois et ça m'a saoulé parce que une tiny à déplacer, c'est un énorme bébé. Alors soit on la conçoit pour ça, plus petite, on est sûr qu'on dépasse pas le poids, peut-être qu'on fait en sorte que le mobilier, enfin, qu'il n'y a pas besoin de défaire nos affaires parce que c'est tout un peu bloqué comme dans un bateau ou dans un camping-car. Mais en général, on essaye plutôt de favoriser la vie sédentaire puisqu'on est plutôt sédentaire. Et donc tant pis si on est un peu plus lourd, tant pis si on a plus de bazar. Mais par contre, du coup, quand je me suis déplacé, c'était tellement relou. Se déraccorder, eau, électricité, etc. C'est-à-dire qu'il y a un moment qu'on passe sans eau, sans électricité, sans gaz. La surcharge sur la route, la peur d'un accident et du coup d'avoir un contrôle, etc. Et on voit qu'on se sédentarise vachement vite et qu'on accumule et qu'on accumule. Bref, franchement, non, j'ai plus envie de bouger, j'ai plus envie de bouger. Est-ce que tu t'es jamais senti à l'étroit, une sensation de besoin d'espace pour créer ou réaliser quelque chose? Bah si, c'est ce que je disais, je me sens un peu à l'étroit, notamment avec l'effet couloir, et ne plus pouvoir circuler autour de tables et de trucs comme ça dans une maison. Manquer d'espace quand des fois j'ai eu envie de danser chez moi, j'aimerais faire de la couture aussi parfois, ce genre de choses c'est un peu compliqué. Après ça m'a pas empêché de dessiner sur des trucs énormes, donc tout ça, pas de problème. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un espace extérieur où on en a fait un atelier, donc du coup on a de la place pour ça. Est-ce que c'est possible de se brancher sur une prise extérieure si mon chauffage ne dépend pas de l'élec? Donc j'imagine que tu dis te raccorder sur une maison avec une prise extérieure. J'entrerai pas dans les détails électricité parce qu'en plus je pourrais dire des conneries, mais en gros, si tu veux, du tableau électrique de la personne, de la maison à laquelle tu vas te raccorder jusqu'à la prise sur laquelle tu veux te raccorder, et ben ce fil-là, ce câble-là, il n'est pas câblé pour peut-être recevoir tout la consommation d'une tiny, chauffage ou pas. Maintenant, dans les faits, honnêtement, je pense que ça passe. De toute façon, nous, quand on se raccorde à une maison, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, je les connais pas trop. Des fois, je suis un peu dans le déni sur ce sujet-là. Mais du coup, ça vaut le coup de demander à un électricien ou de faire tous ces petits calculs. En tout cas, je me dédouane de toute responsabilité. Alors, le hamac, cuisine, odeur, humidité. Donc ouais, j'avais un grand hamac avant, moi, à la place de mon grand lit. Et oui, là-haut, il y avait l'humidité, des odeurs, la cuisine en dessous. Mais en fait, mezzanine, matelas, pareil, hein, tout est tellement lié dans nos espaces que ce que je cuisine dans la cuisine sent dans la chambre. Pareil pour le grenier qui est au-dessus de la salle de bain, c'est pas étanche par rapport à la salle de bain. En effet, j'ai un petit grenier au-dessus de ma salle de bain. Séparation entre les deux, c'est juste le plancher, c'est juste un panneau de 3 plis d'épicéa. Non, zéro problème d'humidité dans mon grenier. Et ce bois, je l'avais lasuré, il me semble. En tout cas au moins huilé. Est-ce que l'extracteur mécanique est suffisant? Donc je sais pas si tu parles du petit extracteur en cuisine, de la ventilation en général, mais du coup j'ai répondu à la question tout à l'heure. Et est-ce que le poêle est ton unique moyen de chauffage? Oui. Comment réagit ta tiny et ses matériaux durant les périodes où tu es absent et donc où il n'y a pas de chauffage? Bah je sais pas puisque je suis pas là. Non, je saurais pas dire. En général quand je suis pas là, surtout en hiver où il fait froid, je propose à des gens de venir dormir chez moi, des amis en caravane, en tente. Donc du coup, il y a un peu toujours du monde, ça permet de faire vivre la tiny. Si jamais je suis pas là longtemps, je vais peut-être mettre un radiateur en hors-gel. Mais à part ça, pas grand chose à dire. Je me questionne sur le robinet en haut.
il n'y a pas d'évacuation parce qu'il sert moins souvent que celui d'en bas et l'eau n'est-elle pas croupie à l'intérieur du tuyau. Alors j'ai un petit robinet dans la chambre qui sert notamment pour boire dans la chambre sans se trimballer de bouteille et pour se faire une toilette de chat après un gros câlin. Et il n'y a pas d'évac, je voulais pas me prendre la tête avec une évac. Ça fait que j'ai un beau récipient et s'il y a de l'eau qui déborde, enfin qui goutte après avoir servi à boire, bah ça va tomber dans le récipient, ça va s'évaporer ou au pire, je vide par le Velux. Et c'est un tuyau qui sert pas souvent, mais est-ce que l'eau est croupée à l'intérieur? Bah c'est comme un... Tu sais, dans les maisons on a des robinets extérieurs qu'on utilise très peu, des robinets, je sais pas, dans le cellier, dans les buanderies, les trucs machin qu'on utilise beaucoup moins que le reste. L'eau elle croupit pas forcément à l'intérieur, en tout cas je pense que c'est fait pour que ça croupisse pas. Et moi je l'utilise, en vrai je l'utilise au moins 2 fois par jour, le matin quand je me réveille pour boire, le soir quand je me couche pour boire. D'un point de vue législatif, poser sa tiny ou un habitat léger sur un terrain de loc c'est ok, est-ce qu'il y a des démarches à faire? Ça c'est un sujet méga complexe, je vais pas y répondre dans cette vidéo parce qu'il serait long et en plus je suis pas du tout vraiment informé sur le sujet, je fais un peu le déni aussi sur ça. Par contre je vous invite à aller voir le MOOC de Hameau Léger, ils ont fait un MOOC qu'ils ont pendant le confinement je crois, ils l'ont mis sur YouTube. Et pour le coup, il y a plein de réponses super concrètes. Quel système pour les eaux grises? Alors pour l'instant, moi, mes eaux grises, elles sont évacuées sur le terrain. C'était un gros sujet avec moi-même de me dire « Ah, tu fais un truc écolo et tu rejettes tes eaux grises sur le terrain. » Et puis, je suis tombé sur pas mal d'études qui montraient à quel point les terrains ont la capacité de filtration. Alors ça veut pas dire que du coup, il faut y aller à tout va. Mais du coup, je me suis rendu compte aussi que moi, ce que j'utilise comme produit, c'est quand même relativement sobre. Genre, la plupart de mes douches, par exemple, j'utilise pas de savon. Je prends une douche, je me rince, tu vois. Ma vaisselle, plein de fois, c'est juste à l'eau chaude. Et ça suffit. Du coup, j'utilise pas tant de produits que ça. Bien évidemment, tout ce que je vais utiliser, c'est autant que possible des savons faits au village, machin truc. Ça veut pas dire que c'est neutre comme impact, hein, attention. Et après, la question c'était de me dire, vas-y, je fais des phyto-épurations un peu portables dans des bacs. Mais je me dis, mais si je fais une phyto, en fait, je refais la nature. Je reproduis la nature, mais dans un bac. Du coup, est-ce que ça a du sens? Et peut-être que je vulgarise le truc et que c'est pas du tout ça, hein. Ça se trouve, je dis de la merde. Mais en parlant avec une nana qui nous avait pris en stop un jour et qui était ingénieure, je crois, au niveau des sols, justement, j'ai cru comprendre qu'elle nous disait qu'en effet, c'est pas faux, c'est refaire ce qu'il y a déjà dans le sol. La question, c'est plutôt de se dire que si là où on rejette, il y a des nappes phréatiques, il y a une source ou un ruissellement souterrain, là pour le coup ça peut l'impacter. Du coup là ce serait dommage, ce serait embêtant, il faudrait pas faire ça quoi. Donc là pour l'instant c'est en méditation tout ça. On a bientôt fini, je dois faire ma plomberie, j'y connais rien, tu connais un plombier, des astuces, des erreurs à pas reproduire et en hiver comment s'assurer que ça gèle pas? Alors oui je connais un plombier mais on est dans la Drôme, si t'habites à Lille ça va pas être très intéressant. Et des astuces, moi j'ai fait ma plomberie en cuivre, je le referai pas. Très cher bien sûr, très complexe à mettre en œuvre quand on s'y connaît pas, et même quand on s'y connaît dans une tiny c'était particulier quoi, c'était vraiment un challenge de casse-tête, de comment on va faire passer les tubes, on soude le plus possible en extérieur pour pas souder dans la tiny où tout est en bois, tout est très proche. Du coup je le referai clairement pas, je ferai tout en multicouche, truc que tu peux faire toi-même, c'est tout assertir, c'est facile, c'est pas cher. Donc voilà, déjà si je devais refaire un truc, je referais ça en multicouche. Ensuite, un petit conseil, c'est que faire penser que là on fera passer ces réseaux, comme on peut pas trop les mettre dans les murs vu qu'on n'a pas vraiment de vide sanitaire dans les murs, on n'a pas la place. Ça vaut le coup de se dire attends ça va passer dans le placard, ça sera caché dans la cloison, ça va passer sous la cuisine donc ça se verra pas. Et de se dire tiens où est-ce que je peux faire courir ma plomberie pour qu'elle soit en applique contre mon mur mais pas visible parce que placard, parce que sous la cuisine etc. Et en hiver comment s'assurer que ça gèle pas? Alors déjà mon arrivée d'eau extérieure elle est enterrée, ensuite il y a une partie qui sort pour aller du sol jusqu'à ma tiny et être branchée. Cette partie jusqu'à maintenant elle a jamais gelé mais j'imagine que sur un gros gel elle gèlerait. Ça peut valoir le coup de l'entourer d'isolant. Et après en extérieur s'il y a vraiment des endroits où il faut que l'eau ne gèle pas dans un tuyau, il existe des petites résistances qu'on met autour des tuyaux et qui vont chauffer l'eau. Alors je trouve ça dommage d'un point de vue perte d'énergie. En tout cas c'est des choses qui existent. Et dans la tiny ça a jamais gelé. Mais si ça devait être le cas et que je devais partir, je mettrais un petit radiateur que je brancherais en hors gel pour qu'il alimente toujours un peu la tiny. Mieux encore d'un point de vue social, c'est que quand on n'est pas là, on fait profiter de la tiny de ceux qui n'ont pas d'habitat ou qui ont des habitats inconfortables en hiver. Ils vivent ici, ils chauffent la tiny et puis tout le monde est content. Et les amis, on arrive à la dernière question. C'est la galère pour trouver un endroit où poser sa tiny pour louer. J'ai dû abandonner la mienne dans un hangar, me prendre un appart, tellement c'est la misère. Comment tu as fait? La question importante qui remue. En fait, ce qui se passe ici, comme il y a Tinyland qui est pas très loin, du coup, il y a beaucoup de gens qui viennent construire à Tinyland et puis avec le temps, au bouche à oreille, ils rencontrent des personnes et puis petit à petit, ça se fait au bouche à oreille pour ah tiens, je peux m'installer chez toi avec ma tiny. Nanana. Donc là, ça va beaucoup être au bouche à oreille. Il y en a qui vont venir et qui vont déjà savoir où ils veulent aller. Ils ont déjà acheté un terrain quelque part, parce qu'ils ont un projet collectif là-bas, parce qu'ils ont de la famille ici. Donc il y en a qui sont arrivés, qui ont commencé la construction en sachant où ils allaient aller. Moi, j'avais une sécurité, par exemple. Au début, je pensais me mettre pas très loin de chez mes parents, sur un terrain familial. En fait, mes grands-parents étaient agriculteurs et
voilà, c'était la facilité. Aujourd'hui, je me dis, ouais, qu'est-ce que je ferais à côté de chez mes parents? Quelle erreur, hein. Et en fait, là, au bouche à oreille, j'ai trouvé quelqu'un. Au début, je suis parti en Ardèche. Après, je suis ramené par ici dans la Drôme. Je suis parti en voyage. Ensuite, je l'ai ramené ailleurs dans la Drôme pour faire une saison. Puis là, je l'ai amené là où je suis. Et là, c'est pareil, ça a été du bouche à oreille d'une amie qui en a parlé à Vivi, notre proprio, qui a accueilli Clément avec sa Tiny, et puis Clément, on voulait vivre ensemble, il en a parlé à Vivi, elle a dit vas-y, ok, 2 Tiny, du coup je me suis ramené, et voilà, bouche à oreille. Après, avec la réalité aussi qui est que on est expulsable, hein, tu vois, le maire du village, quand il a vu nos Tiny depuis la route, il nous a fait comprendre, il est même pas venu lui-même pour nous dire qu'il voulait qu'on reste pas là. On a de la chance d'avoir des élus qui sont vraiment pour ce genre de projet, du coup qui nous ont dit il faut trouver quelque chose, donc l'idée on a commencé à se cacher un peu de la route, essayer faire ce qu'on pouvait. Mais voilà, c'est une réalité qui peut paraître complexe, mais aussi qui peut vraiment se faire comme ça. On est plusieurs à être partis de l'atelier et avoir trouvé des fois un lieu au dernier moment. Je dis pas que c'est sécurisant, je dis pas que c'est rassurant, mais ça peut le faire. Sinon après, sur des campings aussi, des campings qui accepteraient que tu poses ta Tiny. Alors bien sûr, il y a le camping un peu classique, bien carré, tout ça, où faut voir dans quelle mesure tu as le droit d'y être à l'année, etc. Parce que normalement, tu n'as pas le droit. Puis après, tu as des gens qui ont camping à la ferme, machin, qui ont du terrain avec une appellation camping et qui peuvent être plus souples aussi. Et tu dis, voilà, je mets ma Tiny, j'y vis de manière. J'y vis toute l'année, mais officiellement, c'est pas. De toute façon, officiellement, ça peut pas être ta résidence principale pour l'instant. Donc, du coup, c'est. Je sais pas, tu as une adresse ailleurs et puis en même temps, tu vis toute l'année ici. C'est là que tu fais on t'envoie ton courrier, tout ça. Du coup, ça sécurise le truc parce que ça rentre sur un cadre un peu différent qui est du camping et du coup, tu as un petit papier, tu as un petit dossier, tu as tout ce qu'il faut. Voilà. Et voilà les amis, j'ai répondu en sprint à toutes les questions que vous avez posées. Encore une fois, merci beaucoup. J'espère qu'elles serviront à plein de gens, qu'elles parleront à plein d'autres personnes. Elles vont vraiment être complémentaires de la série de vidéos que je suis en train de faire qui, comme je vous le disais, va reprendre vraiment pièce par pièce la Tiny avec les plus et les moins, ce que j'aimerais changer, ce que j'ai déjà changé et ce que je ne changerai pas parce que j'en suis très satisfait. Donc là, ça sera super complet. Mis bout à bout, vous avez au moins 2 heures de contenu pour vous présenter dans les moindres détails ma Tiny parce que je ne veux pas montrer une Tiny Instagrammable parfaite. Ma vie, elle a changé. Je suis trop bien, trop heureux maintenant que j'ai ma Tiny. Mais la réalité de ah putain, ça c'est chiant et ça c'est pas chiant. Et d'ailleurs, pour conclure, moi j'aimerais partager un truc que j'ai déjà beaucoup partagé, qui est que souvent on veut construire une Tiny parce que transition de vie, parce que besoin de quelque chose d'autre, besoin de souffle. Et on s'imagine parfois qu'avoir sa Tiny, c'est vraiment ce qui va régler tous nos problèmes. On galère, on souffre tant qu'on ne l'a pas et qu'on voit les autres avec des Tiny, on peut aussi se comparer. Et moi j'aimerais vraiment pouvoir vous dire, la Tiny ne fait pas tout. J'ai passé ces 2 dernières années en détresse totale et je peux vous assurer que quand j'étais dans ma Tiny, que j'allais pas bien du tout, dans un endroit pas très agréable, Tiny, je la détestais ma Tiny, j'ai pensé à la revendre, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait, où je vais vivre, où est-ce que je me sens bien, j'en savais même rien en fait. Et la question c'était pas la Tiny, c'était moi-même. Donc j'avais envie de vous partager ça aussi. Peut-être que moi je vous fais plein de vidéos dans des Tiny, je crée plein de contenu sur Instagram dans la Tiny. Et c'est pas pour autant que ma vie elle est merveilleuse, je suis pas plus heureux que les autres. J'ai une chance énorme d'avoir cet habitat là, d'avoir cette sécurité. Et ça c'est clair, mais ça m'empêche pas de me taper des bads, ça m'empêche pas plein de fois de me dire mais ah j'aimerais vivre dans un truc plus grand ou ah je l'aurais bien fait autrement. Et du coup un des trucs à accepter c'est que ce sera toujours imparfait. Je crois que ça fait du bien sur son chantier de se dire bon là il faut que je fasse mon meuble, j'y vais quoi, et je sais pas s'il sera parfait et 3 ans après se dire ah putain j'aurais dû mettre une glissière comme ça, ah putain la porte elle s'ouvre dans le mauvais sens, elle tape dans ça. Bon voilà, comme tout finalement. Et quoi qu'il en soit, c'est une question de compromis, c'est à dire que ce que j'ai avec ma Tiny, c'est des choses que c'est aussi refuser des choses que j'aurais eu ailleurs. En coloc, que j'aurais eu en maison, que j'aurais eu en appart, que j'aurais eu en vivant en ville. Et ça me questionne tout le temps sur dès que je vais en ville, je me dis ah ça c'est trop bien. Dès que je vais dans une coloc, je me dis ah ça c'est trop cool. Dès que je vais dans une maison, je me dis ah ça c'est chouette. Et en même temps, je dois pas oublier que quand je viens dans ma Tiny, je dois me dire ah putain ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien. Ah oui ça c'est cool. Et voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à en parler autour de vous. C'est ça qui fait vivre les contenus gratuits. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre dans la mesure du possible. Et je vous dis à bientôt.